Alors, d'abord, je demanderai à Patrick. Ça marche? Non, il marche pas. Ne marche pas? Ah oui, il faut l'allumer. Ça va? Vous m'entendez? Voilà. Donc, je vais demander d'abord à Patrick si tu peux parler un tout petit peu plus lentement de façon qu'on soit sûr que nos collègues italiens font déjà un grand effort pour comprendre. Il y a beaucoup de bruit et beaucoup de monde. Première chose. Deuxième chose, je voudrais quand même remercier, avant de donner la parole à nos collègues, je voudrais quand même remercier et rappeler que nous sommes là, aussi grâce à Massimo Recalcati, qui est, disons, le psychanalyste italien qui a, disons, renouvelé les mouvements analytiques en Italie, avec des résultats absolument surprenants au niveau vraiment de la transmission de la psychanalyse dans la cité. Donc, nous... Oui? Il y a des collègues italiens qui ne parlent pas français, il faudrait faire un petit effort de traduction. Oui, bah, c'est-à-dire, si je parle comme ça, c'est difficile à comprendre? Non, ça va? Alors, la question... Non, parce que traduire tout, ça prend un temps fou. Déjà, on est en retard, je veux dire. Et puis, j'étais... Il y a pas mal de collègues italiens en dehors des orateurs qui sont là et faisons en fait, comme ils ça. ne parlent pas français. D'accord. Les orateurs parlent français, mais pas les... Allora, traduco io molto sinteticamente. Si sente? Sì? Silvia ricordava che se noi siamo qui, noi gli italiani, diciamo così, è perché, anche perché in Italia Alipsi, che è la nostra associazione, è resa vitale, insomma è animata da Massimo Recalcati, il quale è l'analista che più di ogni altro ha lavorato perché la psicoanalisi fosse presente nella città, con grande successo. Bene, grazie, perfetto. Et donc, quindi prima, pardon, voilà, avant de commencer, je voudrais quand même, à ce point, je vais te présenter aussi pour nos collègues italiens, Patrick Landman, psychanalyste, psychiatre, très active politiquement pour défendre la psychanalyse dans la cité, en particulier initiateur avec Gérard Pommier du mouvement Stop DSM. Son dernier livre, je pense qu'il s'appelle « Sommes-nous tous hyperactifs ?» Voilà. Per i colleghi italiani Silvia presentava Patrick Landman, ricordando tra l'altro che con Gérard Pommier ha fondato il movimento Stop DSM e il suo ultimo libro è Siamo noi tutti iperattivi? Punto di domanda. Grazie. Bene, eh bien, je voudrais aussi présenter Maria Laura Bergamaschi, qui est très active dans toutes les différentes activités qui se passent en Italie, très active aussi politiquement pour défendre et pour faire profiter de la psychanalyse aussi les couches moins favorisées, en particulier des banlieues de Milan. Je voudrais rappeler ton livre, ton premier livre, qui s'appelle, tu peux me le rappeler en italien? Adolescenti migranti e nuovo mondo. Adolescents migrants et nouveau monde. Il vient de sortir. E Silvia presentava anche Maria Laura Bergamaschi, di cui sottolineava l'attività anche a favore della psicoanalisi nelle periferie della città, e il suo ultimo lavoro, che è anche il suo primo libro in effetti, dedicato al tema adolescenti migranti e nuovo mondo. Bene, Federico Leoni, alla mia destra, filosofo. Francese. Oh là là, c'est très difficile. Alors, Federico Leoni, philosophe, maître de conférences à l'université de Vérone. Il est aussi, il participe beaucoup à une grande partie d'activités de la psychanalyse, ce qui favorise encore une fois une ouverture au niveau notamment de cette parfois fermeture qu'on trouve en Italie, où il y a souvent, on se retrouve souvent parmi psychiatres, psychologues, alors que sociologues, psychanalystes, philosophes
sont souvent présents sur les terrains italiens. Je voudrais rappeler aussi son dernier livre, Lacan, Economie dell'Absolu. Stavolta mi autopresento, ho ricordato che insegno all'Università di Verona, che sono molto attivo, diciamo, presente nelle discussioni della nostra associazione di psicanalisti, benché dalla posizione di un filosofo appunto, e che il mio ultimo libro si intitola Jacques Lacan, l'economia dell'assoluto. Je te donne la parola. Buongiorno a tutti, parlerò in francese, ma vorrei ringraziare Silvia per la sua presentazione e dire oui, je parlerai, oui, c'est bon, là? Dicevo che parlerò in francese perché è la mia lingua materna, ma sono molto contento di lavorare con colleghi italiani che sono da tanti anni che non ho fatto questo lavoro con colleghi italiani. L'ultima volta che ero in Italia, je dis que je suis très content de travailler avec des collègues italiens. La dernière fois que je suis venu en Italie era a Milano 3 anni fa, il y a 3 ans. Alors je vais parler lentement, parlerò lentamente così sarà più facile. Alors, la formation des psychanalystes au CUR avec les psychotiques, ses particularités. J'ai choisi ce thème car la rencontre avec les psychotiques a été pour moi traumatique. Et elle reste à chaque fois un peu traumatisante, chaque fois que je me trouve face, dans mon cabinet d'analyste, à quelqu'un que je ne connais pas et dont je soupçonne qu'il est psychotique. Je vous donne un exemple dont j'avais parlé d'ailleurs à Milano, dont j'avais parlé à Milan. J'ai un jour reçu, j'étais à l'époque un jeune psychanalyste, jeune au sens de l'expérience, et je reçois un homme qui me parle de ses difficultés, me parle de ses empêchements, me parle de tout ce qui ne va pas, et au fur et à mesure qu'il me parle, j'éprouve une très forte angoisse que je ne m'explique pas. Cette angoisse persiste pendant tout l'entretien et je prends mon courage à 2 mains et je lui propose de revenir me voir lors d'un prochain rendez-vous. La fois d'après, il arrive et il me dit que ça lui a fait beaucoup de bien de me parler et qu'il est content de revenir. Mais au fur et à mesure qu'il redéveloppe son narratif, son histoire, je rééprouve la même angoisse tout à fait inappropriée, car rien dans ce qu'il disait n'était menaçant, ni pour moi, ni pour lui-même, et je ne comprends pas, je ne m'explique pas cette angoisse. Alors, dans ces cas-là, je me dis que je vais aller en parler à mon contrôleur, à la personne qui est donc mon superviseur. Et au moment où je commence à parler chez lui, chez ce superviseur, de cette angoisse, je me fais... Ça va là, c'est pas trop... Non, parle lentement, parce que pour nos collègues italiens... Si... Ça existe si on parle lentement. Si, alors là, je vais parler encore plus lentement et plus près du micro. Alors je disais que... Sì, ma spero che non hanno capito, no? Non hanno capito qualcosa? Sì, va bene. Ok. Alors, oui, j'ai pas pris beaucoup de leçons de théâtre, alors j'ai un peu de mal. Hein. Bon, je continue. Donc, je disais que quand je vais donc à ma séance de supervision et que je décide de parler de ce patient qui m'angoisse de façon, je dirais, excessive, au point que je ne peux plus vraiment l'écouter, je me formule le diagnostic de psychose. Ce patient est psychotique. Et
à ce moment-là, je constate que mon angoisse tombe instantanément. Là-dessus, mon contrôleur, superviseur, qui est un homme très expérimenté, me dit « Bon, c'est bien, Landman, vous avez fait un diagnostic, c'est de la maîtrise, c'est du discours du maître, mais ça vous a soulagé. » Et il ajoute « Mais maintenant, si vous voulez continuer à travailler comme psychanalyste, à écouter ce patient comme psychanalyste, il ne faut pas que vous en fassiez un psychotique. » Et cette distinction entre le diagnostic que je me suis fait et le fait de faire de ce patient un psychotique m'a marqué profondément. J'ai compris, au fond, qu'il fallait que je continue d'ouvrir mon écoute, ce qui était impossible, que ce diagnostic de psychose me permettait, je dirais, de supporter le discours de ce patient, mais il pouvait être enfermant dans une sorte de diagnostic médical ou d'ontologie, et que c'était ça le risque. Alors, maintenant, je vais vous dire, puisque tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de façon barbare, il a ouvert la voie au politiquement incorrect, je vais continuer un tout petit peu, parce que je ne sais pas du tout dans mon tempérament, je vais continuer dans cette voie-là, et je vais vous dire que, à mon sens, dans les cures analytiques de névrosés, il faut être freudien, et que dans les cures de psychotiques, il faut être lacanien. Je vais m'expliquer. Souvenez-vous de ce que Freud, quelque temps avant sa mort, dans l'abrégé de psychanalyse, l'Abris, dit en allemand, il écrit, je cite Freud, « Nous constatons qu'il faut renoncer à essayer sur les psychoses notre méthode thérapeutique. Peut-être ce renoncement sera-t-il définitif. Peut-être aussi n'est-il que provisoire, mais ne durera-t-il que jusqu'au moment où nous aurons découvert, pour ce genre de malade, une méthode plus satisfaisante. » Cette méthode plus satisfaisante, peut-être, on peut la trouver grâce à Lacan. Alors, quelles sont les principales objections de Freud et comment former les analystes à ne pas renoncer, entre guillemets, à cette méthode thérapeutique? Voilà ce que je vais essayer de vous dire le plus brièvement possible. Alors, tout d'abord, il faut le savoir faire un diagnostic de psychose. Je m'explique. Beaucoup de patients se révèlent psychotiques au sens clinique, au sens psychiatrique, au sens phénoménologique, après avoir démarré une psychanalyse, ce qui n'est pas toujours de bon aloi. Ce qui semble déclencher la psychose clinique est complexe, est évidemment au cas par cas. Mais pour Lacan, c'est la convocation à prendre la parole. Le risque est constitué dès qu'il s'agit de prendre la parole. Voilà ce qu'en dit Lacan. Je cite Lacan. « Ne touchons-nous pas là, dans notre expérience même, et sans avoir à le chercher plus loin, ce qui est au cœur des motifs d'entrée dans la psychose ?» Point d'interrogation. C'est ce qui peut se proposer de plus ardu à un homme et à quoi son être dans ce monde ne l'affronte pas si souvent. C'est ce qu'on appelle prendre la parole. J'entends la sienne. Tout le contraire de dire oui, oui, oui à celle du voisin. Ça rejoint les problèmes de la communauté analytique. Cela ne s'exprime pas forcément en mots. La clinique montre que c'est justement ce moment-là, si on sait le repérer à des niveaux très divers, que la psychose se déclare. Donc, j'ai envie de dire, le premier indicateur de formation aux cures de psychotiques, c'est de savoir, le plus possible, repérer la structure psychotique devant ce qu'on a appelé un temps la prépsychose, la psychose blanche, la psychose ordinaire, face au risque
de déclenchement d'une psychose dans les premiers moments de la cure. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire contre-indication à la cure, mais savoir, au fond, repérer cela. La deuxième impasse que Freud voyait dans les cures de psychotiques, c'est évidemment la question épineuse du transfert. Je ne vais pas pouvoir être exhaustif sur un thème comme celui-là, mais je vais donner quelques éléments. Les psychotiques ne font pas de transfert au sens où l'on entend habituellement, c'est-à-dire l'amour de transfert, l'appui sur un sujet supposé savoir ou la névrose de transfert. Encore que là, il ne faille pas généraliser. Il y a certains psychotiques qui font ce type de transfert. L'amour de transfert suppose que l'on prenne un autre, en l'occurrence l'analyste, dans son fantasme, ce qui ne semble pas possible ou très difficile chez les psychotiques. D'ailleurs, l'amour lui-même est problématique dans la psychose. Lacan parle dans les conférences et entretiens dans les universités nord-américaines de faillite de l'amour. Je cite Lacan. « J'avais le soupçon que les relations entre hommes et femmes jouaient un rôle déterminant dans la formation des symptômes des êtres humains. Cela m'a poussé vers ceux qui n'y ont pas réussi, puisqu'on peut certainement dire que la psychose est une sorte de faillite en ce qui concerne l'accomplissement de ce qui est appelé amour. » Ce qui veut dire, je ferme la parenthèse de la citation de Lacan, ce qui veut dire que dans la psychanalyse, l'amour est plutôt du côté du psychanalyste, comme en témoigne, je dirais ironiquement, le titre de la thèse de Lacan, « Aimer ». C'est le premier piège auquel on doit faire face dans la formation des psychanalystes, entre guillemets, bien sûr, vous l'avez souligné lors de la première table ronde, mais il faut bien employer les mots ordinaires. C'est le premier piège dans la formation des psychanalystes, le piège de la dissymétrie de l'amour de transfert. Dans le travail avec les psychotiques, en général, l'amour de transfert risque de se situer du côté de l'analyste. Amour maternel, amour paternel, amour fraternel, etc. Autrement dit, c'est le psychanalyste qui prend l'autre psychotique dans son fantasme de névrosé, alors que rien ne semble indiquer véritablement la consistance de ce fantasme amoureux chez le psychotique. Donc, je dirais que le deuxième indicateur de la formation aux cures de psychotique, c'est de savoir résister à cet appel de l'amour de transfert sur les psychotiques. Le transfert, c'est aussi la supposition de savoir, un moment incarné par l'analyste, et Gisèle a très bien développé, je dirais, les moments logiques de cette supposition de savoir, jusqu'à sa chute et sa renaissance, sa résurrection, et la névrose de transfert. Donc le transfert, c'est aussi la supposition de savoir, un moment incarné par l'analyste, et aussi la névrose de transfert. Nous le savons, le transfert requiert une place, une adresse, celle du sujet supposé savoir. Mais cette place n'est recherchée par le sujet que dans la mesure où il est intéressé par une quête de vérité. Or, rien n'est moins sûr que cette quête chez le psychotique, en général. Le psychotique rechercherait plutôt un réel qu'une vérité, plutôt, je dirais, des noms du père qu'une vérité, ce qui implique bien souvent la nécessité pour l'analyste de renoncer à l'idée même d'occuper cette place de sujet supposé savoir. C'est bien différent dans les cures de névrosés, où il s'agit de jouer du semblant d'occuper la place de sujet supposé savoir, jusqu'à sa chute, jusqu'à la chute de ce sujet supposé savoir, mettant fin, semble-t-il, difficilement, mais mettant fin à la névrose de transfert. À propos des cures de psychotiques, Lacan parle plutôt de manœuvre, car il n'y a pas, dit-il, de névrose de transfert. Donc, le troisième indicateur de formation aux cures de psychotiques pour les analystes, c'est apprendre la manœuvre qui consiste à savoir, ne pas savoir. Maintenant, j'en viens
et je terminerai là-dessus, ou à peu près, le rapport à l'autre, la passion, l'érotomanie, le réel de la langue. Rien n'est plus difficile avec les cures de psychotique que d'échapper à ce que j'appellerais une position de jouissance. Mais cette position de jouissance peut déclencher un coup de foudre érotomane ou un coup de foudre à l'envers, un coup de haine épouvantable. Je vais vous donner un exemple, à quel point les psychotiques sont sensibles à cette question de la jouissance de l'autre. Une patiente psychotique me dit « Combien de temps vais-je devoir venir vous voir ?» Je suis un peu embarrassé pour lui répondre, et mon embarras m'amène à dire « Je pense quelque temps, mais... » Et j'emploie l'expression « Je ne peux pas vous donner un ordre de grandeur. » Je la vois changer de physionomie, et elle me dit « Ah, vous travaillez pour un ordre de grandeur ?» Et voilà, j'ai fait mon malin, j'ai joui un peu de la langue, je me suis pris pour je ne sais pas qui. Un névrosé aurait rigolé ou ne se serait pas nécessairement fixé là-dessus. Elle, instantanément, me pointe le caractère persécutif de cette jouissance, que je n'avais même pas perçu, évidemment. Je pourrais donner des tas d'exemples. Mais là, il y a un point très important quand on est, je dirais, analyste avec les psychotiques, les cures de psychotiques. Enfin, c'est-à-dire en face à face, évidemment, dans son bureau, c'est cette possibilité de repérer, je dirais, dès qu'on est au risque d'être dans une position de jouissance. Des fois, on ne le repère pas, et évidemment, c'est la catastrophe. Donc, sans entrer dans la complexité de la question du rapport à l'autre, dans la structure psychotique, il nous faudra bien du temps pour cela, il faut tout de même signaler que les psychotiques, je dirais de type paranoïaque, ont en général un rapport à l'autre idéalisé, non barré, ce qui peut faire d'eux d'ailleurs d'excellents serviteurs de l'État. L'autre est plutôt en référence, je dirais, avec un universel. Avec ce type d'autre de la psychose, les particularités de l'autre sont annulées, ou elles sont le signe d'une jouissance insupportable. Le risque dans la cure se présente si l'analyste témoigne de ces particularités, avec ostentation ou supposée ostentation, déclenchant une passion de haine ou d'amour érotomaniaque, un coup de foudre érotomaniaque. Les interprétations sont dangereuses en tant qu'elles sont susceptibles de témoigner des particularités du psychanalyste, et elles déclenchent une jouissance de la langue, comme s'il s'agissait de chercher un réel dans la langue. Je dirais que le quatrième indicateur de formation aux cures de psychotique, c'est de se tenir à l'écart de toute posture de jouissance de la langue, en particulier interprétée. Mais, et je me souviens d'avoir parlé déjà dans ce sens à New York, et Alain Vanier m'a, à juste titre, opposé qu'on ne doit pas renoncer à faire une co-construction avec le patient. Ce n'est pas la même chose qu'une interprétation. De ce point de vue-là, je dois dire que c'est quelque chose qui m'a marqué, sa réflexion, et j'en tiens compte. C'est-à-dire que je me rends compte que j'avais trop englobé, je dirais, sous le terme d'interprétation, des choses qui sont nécessaires dans les cures de psychotique. Il faut leur aussi co-construire, construire en commun quelque chose pour leur permettre une issue, je dirais, souvent du côté de la sublimation, il faut bien dire les choses, de la créativité ou d'autres choses, à ces psychotiques. Enfin, pour terminer, je dirais, j'ai dit qu'il fallait être lacanien d'une manière générale avec les psychotiques. Je crois que je ne veux pas dévaloriser tout le travail des post-freudiens non lacaniens sur les psychoses, parce qu'il existe, il est très important, mais je dois dire que Lacan nous a amené un peu plus que cela. Et finalement, quand je lis actuellement, puisque tout à l'heure Sylvia a eu la gentillesse de rappeler que Gérard Pommier et moi-même, nous étions hyperactifs dans la cité, ce qui est tout à fait vrai, je dois dire que actuellement, dans la pédopsychiatrie par exemple, en dehors des thèses lacaniennes, le triptyque
qui réintroduit dans le monde anglo-saxon la psychanalyse, c'est empathie, narrativité et intersubjectivité. Alors, sur la narrativité, je vous invite à lire, ceux qui lisent le français, ce qui a été écrit sur une journée de Cerisy, co-produite par Alain et Bernard Gols, qui est vraiment une mine de renseignements, un livre de référence sur cette question. La narrativité, je la mets à côté, mais pour ce qui concerne l'intersubjectivité et l'empathie, j'ai envie de dire que Lacan a vraiment balayé complètement. Ça ne veut pas dire qu'on doit renoncer, mais on doit tenir compte de ces objections concernant l'empathie et concernant, je dirais, l'intersubjectivité. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci de votre attention.